C'est avec grand plaisir qu'on a ce soir avec nous Blaise Maté. Blaise Maté que je connais depuis beaucoup de temps en tant qu'ancien de l'INSEAD et joueur de golf de sûrement meilleure qualité que la mienne. Toutes les fois qu'on a eu le plaisir de se trouver invité par un ami commun dans des tournois. Blaise est le directeur général de Fer Genève et le secrétaire général de Fer Romande. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était secrétaire, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est exactement Fer ?» Il m'a dit que c'était l'équivalent de Asso Lombarda. Plus ou moins. Donc c'est, disons, une des plus les importantes associations territoriales, la plus importante, je crois, association territoriale du patronat suisse. Il est aussi dans le membre de la Fédération suisse des employeurs, il est dans le conseil d'administration de l'Association internationale du travail, du bureau du BIT, du Bureau international du travail, où mon épouse, qui est interprète, a souvent le plaisir de le voir comme représentant des employeurs. Blaise a aussi une carrière politique que j'ai vu que tu n'as pas mis dans ton CV. Je ne sais pas quel CV je t'ai donné. Voilà. Non, je ne sais pas, parce que les politiciens n'ont pas beaucoup de côtes aujourd'hui. Je dis peut-être c'est un réveil CV où ils ne parlent pas dans une expérience politique. Mais bon, tu as aussi été membre du Grand Conseil. Voilà. Et licencié en droit, a étudié aussi à l'INSEAD et c'est avec grand plaisir qu'on lui donne le bienvenu ce soir parmi nous. Merci beaucoup, merci pour ces chaleureux. J'espère que le micro fonctionne, oui c'est le cas. Merci à vous tous de m'accueillir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et j'ai envie de dire aussi, chers membres de la Fédération des entreprises romandes, que je remercie beaucoup de votre fidélité, de la confiance que vous manifestez à notre égard. Je suis effectivement venu, il y a une heure et demie, d'à côté, puisque je siège actuellement au conseil d'administration du Bureau international du travail, plus précisément donc de l'Organisation internationale du travail. Je suis là-bas au titre de ma présence au sein de l'Organisation internationale des employeurs. Et la caractéristique de la fonction que j'occupe, qui est probablement unique en comparaison internationale, c'est de me permettre de parler avec vous des problèmes des TPG pour venir ici, parce que ce soir il pleut, il y a eu un accident et donc comme d'habitude tout est bloqué, autant que de m'interroger sur des problématiques qui touchent la région, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, le pays bien entendu, avec mes présences dans les 3 grandes organisations patronales et économiques de ce pays, et ensuite de connecter tout cela avec les problématiques internationales. Tout ce que je vais vous dire ce soir se retrouve d'une manière ou d'une autre à tous les échelons. Donc il n'y a pas de différence dans l'activité que j'exerce entre ce que je peux ressentir sur une problématique très concrète, très précise ici à Genève, et ce que je peux discuter au niveau de l'Organisation internationale des employeurs ou de l'Organisation internationale du travail. Je crois que c'est un privilège et j'en suis particulièrement heureux. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette région qui paradoxalement n'est pas membre pour une bonne partie d'entre elles de la Fédération des entreprises romandes, car sachez-le, le canton de Vaud n'a pas jugé bon d'intégrer la Fédération des entreprises romandes. Il a toujours choisi de travailler différemment, indépendamment. Il a été très marqué par l'occupation bernoise et il se caractérise par une lenteur bien connue. Donc, je vous rassure, en tout cas, nous sommes de très bons amis, nous travaillons beaucoup ensemble et c'est quelque chose que j'apprécie infiniment. Alors le monde change, le monde a beaucoup changé et nous avons la chance, même si les transports publics, la circulation nous énerve assez régulièrement, de vivre tout de même dans une région qui actuellement est extrêmement performante. J'aimerais montrer tout ceci avec quelques chiffres sur lesquels je m'attarderai pendant quelques instants. Ensuite, on peut se demander ce que va devenir ce monde du travail dans cette région et ailleurs. C'est ce qu'on appelle le futur du travail. Je pense que c'est une question qui nous concerne tous, mais on n'a pas forcément de réponse
très précises par rapport à cela. Alors il y a énormément d'études qui se font sur ces questions. J'essaierai d'en faire une brève synthèse. Et ça m'amènera bien entendu aux défis, aux enjeux pour cette région à succès qui doit le demeurer dans le futur et qui, pour ce faire, doit prendre conscience d'un certain nombre de réalités. D'abord, quelques mots sur la situation économique. Et vous le savez certainement, la situation économique de notre pays, de notre région, est excellente en comparaison internationale. Je me permets de rappeler des chiffres que vous avez toutes et tous lus. Vous voyez où se situe le PIB de la Suisse par rapport à l'Union européenne en 2016. Il est du même ordre que celui des États-Unis d'Amérique. Il est évidemment loin derrière la Chine, mais pour la Chine, vous le savez aussi bien que moi, il y a deux choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet rattrapage chinois, qui est là depuis plusieurs années, et ensuite, il y a le trucage des chiffres. En fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment quel est le PIB réel de la Chine. C'est le gouvernement qui décide de ce qu'il veut bien publier. Comme par hasard, c'est relativement constant, vous allez le voir, ce qui n'est pas réaliste par rapport à ce que nous connaissons. Enfin, ça c'est dans l'aparté, mais c'est quand même des problèmes avec lesquels on doit vivre actuellement. En 2017, eh bien, l'Union européenne a connu une croissance tout à fait intéressante, la Suisse un peu moins. Vous voyez où se situe la France et les États-Unis. La Chine est à peu près au même niveau qu'antérieurement, c'est constant. En 2018, comme vous pouvez le constater, là, les choses sont un tout petit peu différentes. La Suisse a connu une croissance intéressante, à vrai dire assez forte, et probablement une des plus fortes que j'ai jamais connues dans ma carrière. J'ai commencé ma carrière à la Fédération en pleine crise économique. J'en ai connu, allez, on va dire 3 depuis cette période-là. Et je dois dire qu'on n'avait jamais de très bons chiffres de croissance en Suisse. Ça a toujours été un peu le mystère. Une bonne situation dans le domaine de l'emploi, une productivité moyenne et paradoxalement des chiffres de croissance faibles. Pour autant, ça ne nous a pas forcément handicapés autant qu'on l'imaginait, mais d'avoir des chiffres bons comme ceux de 2018, c'était en quelque sorte une première. Et là aussi, vous verrez que la Chine, que j'adore au demeurant, la Chine est d'une constance 6,7, 6,8, 6,6. Ça fait penser un peu à l'école des fans, où on vous décernait à l'époque des bonnes notes. Hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous chantiez, c'était bon. Bref. Quelles sont les prévisions? Et les prévisions, vous les lisez comme moi dans tous les journaux spécialisés, vous les voyez à la télévision en continu. Les prévisions sont d'un ordre un peu différent de ce qu'on a connu. Et les dernières prévisions qui ont paru pour la Suisse vendredi dernier le montrent, nous sommes en train de diminuer. Nous allons diminuer au niveau Union européenne, au niveau de la France également. Les États-Unis d'Amérique restent dans une situation intéressante, mais malgré le conflit avec la Chine, on voit que la Chine va continuer à bien s'en sortir. Alors, les raisons pour lesquelles nous sommes dans une situation de stagnation, vous les connaissez. D'abord parce qu'évidemment, il y a un commerce mondial qui est affaibli maintenant, il y a énormément de tensions, et ces tensions impactent toutes les économies. Elles vont bien sûr impacter une économie comme la nôtre, qui gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, et qui gagne à peu près 1 franc sur 3 avec l'Union européenne. Donc si l'Union européenne va mal, la Suisse va mal. Ça, il faut se le rappeler quand on est en train de se protéger. En fait, on ne peut pas se passer d'un voisin immédiat qui va bien maintenant et qui, j'espère, n'ira pas trop mal. Donc dans la zone euro, vous avez des faiblesses, et en particulier des faiblesses qui touchent l'Allemagne. Vous savez pourquoi. Le modèle économique allemand a été un grand succès. Quoi qu'on dise des réformes qui ont été faites à l'époque par le chancelier Schröder, elles étaient nécessaires. Elles ont permis à l'Allemagne de retrouver une dynamique économique qu'elle n'avait pas forcément il y a encore 15 ans en arrière. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? On peut s'interroger. Je crois qu'une des grandes questions qui se posent maintenant pour nous tous, c'est de savoir si le modèle économique, industriel allemand arrive d'une certaine manière à son terme. Je pense en particulier à la crise qui secoue l'industrie automobile. Et vous le savez, toute cette industrie automobile, c'est une industrie extrêmement prospère en Allemagne, qui est impactée par les restrictions aux États-Unis, bien entendu, mais qui surtout fait vivre aussi beaucoup de sous-traitants en Suisse. Par conséquent, ça n'est pas innocent si l'Allemagne se met à ralentir. Je rappelle que nos échanges avec le Bade-Wurtemberg sont nettement supérieurs à ceux que nous avons avec la Chine. Donc c'est très bien de signer des accords de libre-échange avec la Chine, c'est nécessaire d'en faire
un maximum de ces accords, mais la réalité des chiffres, c'est que c'est le commerce de proximité qui est encore le commerce déterminant pour nous. Bien sûr, il faut s'ouvrir d'autres portes, mais la Chine, c'est un tout petit peu plus loin, et la Chine vient aussi vers nous maintenant avec sa nouvelle route de la soie. Donc la Chine, on verra bien ce qui va se passer. Pour le moment, ils ont l'air de discuter toujours. J'ai été avec l'ambassadeur chinois ici auprès de l'OMC, on a longuement parlé de cette crise. Les Chinois, on voit bien qu'ils doivent évoluer sur un certain nombre de plans, ils sont conscients des problèmes, par exemple en matière de propriété intellectuelle, mais ils se sentent agressés et humiliés, ce qui est la pire des choses, comme vous le savez, pour un Chinois ou pour un Asiatique d'une manière générale. Donc il va falloir, pour s'en sortir, que chacun puisse sauver la face. C'est vraiment là qu'on se situe. Il y a une dimension économique, mais il y a une dimension psychologique qui est extrêmement forte à l'heure actuelle. Et très franchement, je ne pense pas que vous sachiez, vous, ce qui va se passer avec le président américain actuel. Sur la Suisse, un petit focus pour montrer que ces chiffres que je vous ai donnés de manière globale et en comparaison sont bons. Si vous regardez donc ces chiffres de croissance, vous les avez, je les ai mentionnés. Ensuite, des chiffres d'inflation. L'inflation est extrêmement modeste. Elle l'est d'autant plus que le franc suisse est une monnaie forte. Mais le franc suisse, monnaie forte, ça signifie aussi que plus il est fort, plus il y a une potentialité de ralentissement. On a réussi en 2015, je me souviens très bien, nous avions une séance avec notre comité directeur en 2015 quand le franc suisse s'est retrouvé à parité, mais plus la parité avec l'euro, c'était la panique dans la salle. Et on s'est dit qu'on allait sans doute avoir d'énormes problèmes avec nos industries, mais aussi avec nos services. On parle toujours de l'industrie, mais on oublie que c'est les services qui deviennent plus chers. Dans un pays qui a globalisé ses services depuis de nombreuses années, ça pose problème à l'exportation de services. L'exemple classique de l'exportation-importation de services, c'est l'hôtellerie. Bien sûr que c'est un exemple tout à fait pertinent, mais si vous êtes, comme beaucoup d'entre vous, dans des fiduciaires, dans des études d'avocats, eh bien, vos services aussi, quand vous les délivrez à l'étranger, deviennent beaucoup plus chers et il n'est pas toujours facile d'être en compétition avec des cabinets londoniens, allemands, new-yorkais, qui eux bénéficient d'une monnaie plus faible. Donc, malgré cela, on s'en est sorti en 2015 parce que la Banque nationale a fait ce qu'elle avait à faire et parce que l'économie suisse, d'une manière générale, s'est adaptée très très vite. C'est la force de ce pays que d'avoir un certain nombre de règles souples qui lui permettent de réagir. Alors, bien sûr, on peut être amené à se séparer de gens, mais assez rapidement, on les réengage. J'ai connu ça aussi dans la crise précédente, en particulier en 2011, où la stagnation a duré environ 3 semaines. Et après, on a vu repartir les chiffres d'affaires et les engagements dans les entreprises. Voilà, sur le chômage, vous connaissez les taux de chômage en Suisse, on s'en vante régulièrement. Un petit mot quand même pour vous dire que si on prend les taux BIT, qui ne sont pas les taux qu'on calcule de manière nationale, ça c'est des taux que vous avez qui sont des taux nationaux, donc 2,3% pour l'année prochaine de chômage, c'est le plein emploi. Même à Genève, réputée pour avoir un taux de chômage nettement plus élevé, on tombe à 3,8, c'est presque du jamais vu. Genève, c'est le pays du chômage, on est en principe au double de la moyenne nationale. Bien normalement, l'année prochaine, sauf accident majeur, on va se retrouver avec un taux qui ne sera même pas celui du double de la moyenne nationale. Si je prends les chiffres du BIT, j'aime toujours citer cette comparaison, le taux de chômage BIT pour la Suisse est de 4,7%. Il est donc un peu plus élevé que ce taux que vous avez là. Les méthodes de calcul ne sont pas les mêmes. Mais en comparaison internationale, ce n'est pas inutile d'avoir le taux BIT. Ça reste d'excellents taux en comparaison internationale, mais ce sont des taux que vous trouverez aussi en Bavière et au Bade-Wurtemberg. Donc on n'a pas de raison de dire qu'on est particulièrement meilleur que d'autres. Et je pourrais prendre d'autres régions européennes, en Italie par exemple, où les taux d'emploi sont aussi très élevés. Et je pourrais continuer avec d'autres régions comme la Catalogne, etc. Et on arriverait à peu près au même résultat. Donc c'est simplement pour dire que certes c'est une très bonne situation, mais je pense qu'il faut un tout petit peu mesurer son propos quand on se compare à l'extérieur. Donc voilà pour ces chiffres essentiels et des chiffres qui sont donc très bons pour la Suisse. La région lémanique, ces fameux arcs lémaniques qu'on a au fond un peu construits ces dernières années. Parce que qu'y a-t-il de commun entre un Vaudois, un Genevois,
un Valaisan, pour une partie du Valais qui touche le lac Léman. Et si on va un petit peu plus loin, puisqu'on considère que la région s'étend jusqu'à Fribourg, un Fribourgeois, voire un Neuchâtelois. Pas grand-chose. Objectivement, pas grand-chose. Les mentalités sont très différentes. Vous allez à Nyon, ça pense déjà différemment d'ici. Et pourtant, on a construit, au point de vue économique, au point de vue académique, peut-être un tout petit peu moins au point de vue culturel, une véritable région. Alors, il y a énormément d'explications. Je considère pour ma part que le fédéralisme du 19e siècle, qui était le ferment même de ce pays, est en train de s'effacer. Le professeur Fred Saint-Gall avait dit que la Suisse, c'est au fond 4 à 5 régions maximum. On n'y est pas encore au niveau de la structure politique, mais on y est probablement déjà très largement au niveau de la structure économique. Et un jour ou l'autre, il faudra que les deux fonctionnent ensemble. Je rappelle qu'on a refusé une fusion Vaud-Genève il n'y a pas si longtemps. Maintenant, dans les esprits, il faudra voir si elle ne vient pas dans quelques temps. Donc, une progression de cette région qui est spectaculaire, un PIB qui a augmenté de 12 milliards entre 2008 et 2016. Vous avez les deux chiffres pour le canton de Vaud et le canton de Genève. C'est tout à fait spectaculaire, au point que nous avons connu une croissance supérieure à d'autres grandes régions économiques comme la région zurichoise. Et si vous lisez de temps en temps les propos de M. Koppel, qui est le rédacteur en chef de la Weltwoche, il ne peut plus nous appeler les Grecs de la Suisse, je trouve ça méchant pour les Grecs d'ailleurs, ou bien les Russes de la Suisse, ce qui est tout aussi méchant, mais c'est les deux termes qui ont été utilisés. Comme j'ai beaucoup en Suisse allemande, je me présente toujours comme Grec ou comme Russe. Voilà, ça détend l'atmosphère, vous pouvez imaginer. Donc d'excellents chiffres. Ce qu'on peut constater, c'est que ces chiffres se traduisent aussi par un essor culturel extraordinaire. Vous avez plus de 200 festivals organisés dans cette région. Donc ce n'est pas seulement l'économie qui marche bien, c'est aussi la culture. Et ça me semble être un des ferments de cette région en construction permanente. Et puis, c'est une région où il y a évidemment beaucoup de personnes étrangères, mais c'est aussi une région où les gens peuvent avoir au niveau communal, pas au niveau cantonal, je vous le concède, on ne ment pas partout, peuvent avoir un rôle politique à jouer. Donc le facteur d'intégration est plus fort qu'ailleurs. Je ne vous apprends rien pour Genève, les organisations internationales sont tout autour de nous, il y en a partout. C'est une situation unique au monde, mais c'est aussi une situation unique au monde pour les multinationales. La concentration de multinationales est juste exceptionnelle. Et malgré le fait qu'on ait des restructurations, à ce jour, elle l'est encore. 5 des 10 premières entreprises suisses en termes de chiffre d'affaires ont leur siège ici. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes ou de cantons qui peuvent s'enorgueillir de ce chiffre. La moitié du commerce mondial du café et du sucre et le tiers du commerce de pétrole, de céréales et d'oléagineux sont effectués depuis ici, enfin depuis la région. Alors voilà, ça ce sont les très bonnes nouvelles, un PIB formidable, mais on a quand même quelques petits soucis. Et là, je vais extraire le canton de Genève du reste de la région. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le canton de Vaud à l'époque, il y avait une dette qui explosait aussi, comme celle de Genève. Elle a été réduite quasiment à néant. Des 6 milliards de dettes du canton de Vaud, il reste 3 fois rien, juste pour que les députés n'aient pas envie de dépenser trop d'argent. C'est le conseiller d'État Broulis qui m'a dit ça. Genève, c'est tout à fait différent. 11, 12, 18, ça dépend ce que vous mettez dans le panier. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de dettes. Près de 40 000 francs par habitant à Genève. Et on est suivi derrière par Bâle-Ville qui en est à 10 000. Ailleurs, il n'y a quasiment pas de dette publique. Et vous le savez, la Suisse a un taux d'endettement extrêmement faible en comparaison internationale, puisqu'on n'a pas cessé ces dernières années de rembourser la dette. Tant mieux, tant que la situation économique est bonne, c'est bien. Mais Genève n'a pas fait cet effort-là, et je crois qu'on doit toujours être très inquiet, parce que ce serait nécessaire, dans une perspective de redéploiement de l'économie, d'avoir un peu moins de dette. Maintenant, si vous ramenez ça au PIB, je vous l'ai donné tout à l'heure, vous faites le calcul, puis vous allez vous dire qu'en comparaison internationale, c'est cruel, mais c'est soutenable. C'est moins que la dette allemande.
Ben, moins que la dette allemande. Donc d'accord, on est mauvais, mais là, si on peut se comparer dans un sens qui peut en partie moins nous inquiéter, pas nous excuser, c'est pas une mauvaise chose. Marché immobilier, ben, vous le connaissez, il est difficile, c'est sûr, le territoire est petit, alors il a fallu trouver des arrangements plus ou moins bons avec l'extérieur, mais ça s'est fait au prix des infrastructures, en particulier les infrastructures routières. Pour une certaine catégorie de maisons maintenant, c'est plus cher dans le canton de Vaud qu'à Genève. Ce n'était pas le cas pendant des années. Donc ça veut dire que vraiment tout ça a changé. Et ça montre bien qu'il y a une poussée forte du côté de la région Nyon-Lausanne en termes de développement. Qu'il y a donc un axe, un pivot dans cette région qui n'est pas tout à fait le même que celui auquel on était habitué. Un des grands succès de cet arc lémanique, c'est évidemment la recherche et l'académie. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. D'abord, on ne partait pas de rien quand même. Mais il faut savoir que maintenant, vous avez à peu près 30% de tous les étudiants suisses dans cette région, dans les académies de cette région. 1 sur 3 vient dans cette région, étudie dans cette région. Si on regarde l'arc lémanique, c'est 34% du total des fonds de recherche externes et surtout, c'est 43% des fonds alloués par l'Union européenne. On a été, jusqu'à la malheureuse votation sur l'immigration de Malte, on a été leader sur toute une série de fonds européens. Malheureusement, on a perdu ce leadership et c'est un des grands sujets de préoccupation de notre recteur à l'heure actuelle. Est-ce que, oui ou non, on va voter de manière positive par rapport à l'Union européenne? Parce que si on ne le fait pas, on perdra des fonds. Et là, je tiens à préciser tout de suite que si on les perd en Suisse romande, on les perdra aussi à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Son président était avec nous il n'y a pas très longtemps et il est tout aussi inquiet que peuvent l'être les académies ici. C'est la place académique suisse dans son ensemble qui sera à ce moment-là en danger. Il faut savoir qu'aussi 50% des étudiants des écoles polytechniques vont suivre des formations à l'étranger. Donc il y a une énorme circulation académique et on le voit bien, la compétition académique a été quelque chose de très profitable pour nous. J'aimerais aussi rappeler, parce que je crois qu'il y a des gens ici qui viennent de ces institutions, le rôle du CERN qui a été déterminant pour toute une série de nos académies, les organisations internationales, le campus biotech qui est un peu plus loin à la Bamba, qui est une expérience très intéressante, les écoles de business, l'IMD, l'école hôtelière, bref, un tissu académique très important, soutenu aussi par un tissu d'apprentissage qui est de bonne qualité, par une proximité entre les entreprises et puis la formation. Alors, sur les pôles d'innovation, et c'est souvent pas très connu, la région est 4e au niveau mondial. Sur 10 pôles d'innovation, on est 4e. Donc si on était aussi mauvais qu'on le dit parfois en matière d'innovation ici, on ne serait pas aussi bien classé au niveau international. Et puis vous l'avez vu récemment, l'Université de Genève, après celle de Lausanne, a reçu pour 2 de ses professeurs un prix Nobel en astrophysique. On parle d'ailleurs encore d'1 ou 2 professeurs qui sont nobelisables, notamment en physique quantique. C'est pour l'essentiel la faculté des sciences qui est la récipiendaire de ces prix. Il y a eu la médaille Fields de M. Smirnov il y a quelques années en arrière, qui est le prix Nobel des mathématiques. Donc je veux dire, il y a quand même une série de choses qui sont tout à fait intéressantes dans ce domaine et qui prouvent la qualité de la formation. Bon, tout ceci étant dit, et je n'ai pas de prétention à être exhaustif, mais enfin je donne des éléments qui me paraissent tout de même fondamentaux, on peut évidemment se poser la question du challenge. Tout ça, c'est maintenant. Tout ça, c'est par rapport à un certain nombre d'investissements, de réactions qui ont été faites dans les années 90, lorsqu'on n'était pas très compétitif. Et on l'est devenu. On a aussi fait revenir des gens de l'étranger, comme M. Ebicher, qui a transformé l'école polytechnique fédérale de Lausanne en un campus à l'américaine. Alors, est-ce que ça va continuer dans ce sens ou pas? Et c'est toute la question de savoir ce que sera le futur du travail. Alors, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement comment ça se présente. Mais, première des choses à laquelle nous assistons de manière accélérée, c'est l'automatisation du monde du travail. Ça a bien sûr touché l'industrie depuis de très nombreuses années, mais ça touche maintenant les services.
au point que toute une partie de services de base sont des services qui pourront être, entre guillemets, robotisés. Je vous rappelle l'ensemble des plateformes numériques que nous voyons se développer maintenant. Je ne sais pas si vous louez votre musique, moi je la loue, mais si je la loue, je ne vais plus l'acheter sous forme de CD. Même chose avec les livres numériques, si vous avez une liseuse, franchement, vous embarquez 3000 livres, vous n'allez pas forcément aller acheter des livres. Curieusement, le livre a beaucoup mieux résisté que ce qu'on imaginait. Mais voilà, le futur, c'est cela. Puis je pourrais multiplier les exemples. Alors, quand on est confronté à cette réalité-là, la première des choses qu'une entreprise doit faire, c'est se dire, mais quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin pour le futur ? Je sors complètement de mon schéma habituel et je me dis, voilà, dans le futur, de quoi est-ce que je vais pouvoir vivre ? Quels sont les produits et services que je vais pouvoir vendre ? Il va falloir aussi se poser la question, et c'est lié à ce que je viens de vous dire sur l'académie, des talents qu'on veut. Quel type de talent pour le futur ? Et là, il doit y avoir un matching entre l'entreprise et l'académie, et il faut continuer à avoir ces collaborations extrêmement étroites. Ce que j'illustrais tout à l'heure avec, par exemple, le campus biotech ou toutes les spin-offs autour de l'école polytechnique, c'est évidemment une des clés pour l'avenir. Ce sont ces sociétés qui feront, je l'espère, la plus-value du futur. Donc il faut être prêt à abandonner un certain nombre de choses pour pouvoir se projeter dans d'autres. Heureusement, on est bien parti. Et puis, la question évidemment la plus difficile à résoudre, c'est celle de la disparition de l'emploi. Pour résumer, au niveau international, on considère qu'on va garder 2 catégories de personnel. Je schématise à outrance. Le personnel peu qualifié, que vous aurez en très grand nombre dans certains pays, je pense à l'Inde en particulier, et le personnel hyper qualifié, que vous aurez peut-être aussi, et même certainement en Inde, ailleurs et dans nos pays. Et que c'est toute la zone intermédiaire qui va être affectée par cette transformation. C'est là qu'est le potentiel de numérisation le plus élevé. Et c'est là qu'est le potentiel de déstabilisation sociale le plus élevé aussi. Donc on a un danger qui est un danger économique et politique, parce que c'est un danger social. Donc une des questions auxquelles on doit réfléchir sans tabou, c'est de se dire, mais si tout d'un coup il y a trop de gens qui se retrouvent sans emploi, qu'est-ce que ça signifie pour notre modèle social ? Que va-t-on taxer ? Que va-t-on exiger de chacun au titre d'une certaine participation civile pour que la société continue à être encore en équilibre ? J'ai pas de réponse par rapport à ça, mais mon seul conseil, c'est de ne pas se voiler la face par rapport à ces évolutions. Il faut donc être prêt à réfléchir, comme certains le font. Le professeur Auberson vient de publier un très bon bouquin sur la taxation des robots. Il n'a pas dit qu'il fallait les taxer, il a dit qu'il faut s'interroger sur la transformation de l'assiette fiscale, parce que si on ne le fait pas maintenant, on sera très mal armé le jour où on aura les problèmes. Bon, ce sont ces questions-là. On a parlé de revenu minimal universel. La Suisse a voté contre ce revenu minimal. Mais est-ce qu'un jour, on ne sera pas quand même, puisqu'on aura amélioré la productivité, supprimé un certain nombre de professions qui ne sont pas inutiles, mais qui ne seront tout simplement plus là, est-ce qu'on ne devra pas considérer qu'il y a nécessité de garantir un certain minimum ? Ça paraît farfelu, je vous le concède, ça vient des théories gauchistes, et pour certaines, il y a près de 40 ans, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour ne pas y réfléchir, et surtout pour se dire, mais si on veut une économie qui soit aussi florissante dans le futur, il faut examiner ces directions. Alors, est-ce que la Suisse est bien armée maintenant déjà par rapport à la numérisation ? Vous allez vous dire, c'est un pays de robots, la Suisse. Pas tout à fait. Quel est le pays qui a le plus de robots pour 10 000 habitants ? Pardon ? Eh bien, pas le Japon. Curieusement, pas le Japon. Le Japon emploie énormément de personnes âgées, puisque les retraites sont très très faibles. Et le Japon a décidé de faire un peu différemment, c'est-à-dire de garantir au fond une sorte d'emploi, mais un autre emploi après la retraite,
à ces personnes âgées. Donc vous avez des chauffeurs de taxi au Japon, vous êtes tous allés au Japon, qui ont 80 ans. Des fois, ils tremblent un peu quand vous êtes dans le taxi, c'est assez dangereux, mais enfin, voilà, vous faites avec, quoi. Non, c'est la Corée du Sud. 774 robots industriels pour 10 000 employés. Pas mal, hein? Suivi de... Alors vous avez Singapour, mais Singapour est au-dessus. Singapour est atypique, donc je ne vais pas prendre Singapour comme comparaison. Prenons je ne sais pas moi, l'Allemagne. C'est très robotisé, l'Allemagne. C'est à 338 robots pour 10 000 employés. L'industrie allemande qui travaille moins de 30 heures par semaine, elle le fait grâce aux robots. Et j'ai visité l'usine Mercedes et les moteurs Mercedes à Stuttgart. Et là, ça va vous faire plaisir. Qui fournit les robots qui permettent de fabriquer les moteurs de Mercedes? C'est Fiat. C'est l'unité robot industrielle de Fiat. Donc c'est assez hallucinant, vous êtes chez Mercedes, et en fait, ce que vous conduisez comme Mercedes, c'est une Fiat. Voilà, on voit que le monde de l'automobile, en fait, est très, très interconnecté. Et alors, on va descendre un tout petit peu, puis on va se dire, mais en France, ils sont à combien? C'est pas hyper robotisé, la France, vous avez raison. 154. Et la Suisse, c'est franchement pas terrible. 146. Je rappelle que pour la Corée du Sud, c'est 774 robots. Pour la Suisse, c'est 146. Et la Chine, je vais terminer avec la Chine. Je ne pas au plaisir de parler de la Chine ce soir. C'est 140. Ce qui montre qu'ils ont quand même encore beaucoup de personnes peu qualifiées à pouvoir employer dans leurs diverses industries. Voilà ces chiffres, ces comparaisons. Est-ce qu'on aura plus ou moins d'emplois dans le futur avec l'automatisation? D'après le WEF, c'est 75 millions de postes de travail qui vont disparaître d'ici à 2025. Mais l'automatisation pourrait en créer 133 millions. Donc solde net de 58 millions de places de travail. C'est plutôt encourageant. Manque de chance, chez IBM, on n'est pas tout à fait du même avis. Et chez IBM, on considère que 120 millions de postes vont disparaître dans les 3 prochaines années jusqu'en 2022. Avec une démographie qui continue d'augmenter au niveau mondial. Donc là, on a vraiment un petit problème qu'il va falloir résoudre pour éviter d'avoir trop de gens à la rue. Sachez qu'en Suisse, à peu près la moitié des heures de travail pourraient être automatisées. Comme je vous expliquais, ces taux robotiques étant relativement bas, on a un potentiel de robotisation, d'automatisation qui est colossal. La moitié, un poste sur 2. Qu'est-ce que ça signifie après en termes d'impôts? Qu'est-ce que ça signifie en termes de redistribution sociale? Que vous avez la moitié des ressources. Et donc, ce que vous avez mis dans les infrastructures, ce que vous avez mis dans les écoles, les académies, tout ça, vous ne l'avez plus. Eh bien, ce sont des choses qui peuvent assez logiquement inquiéter. Voilà, je vous donne ces chiffres maintenant, avec ces jolis petits robots de 2018, vous voyez, hein, c'est encore correct comme relation. Mais là, vous passez en 2025 et c'est moitié-moitié. D'accord? Puis en 2050, eh bien, je ne sais pas. Nous allons voir à combien on sera en 2050. Je vous laisse deviner. On peut faire des paris si vous voulez pendant le repas. Et puis on se revoit dans quelques temps et on regarde comment ça a progressé. Probablement beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, évidemment que c'est un défi pour la Suisse et l'arc lémanique que cette robotisation. C'est un défi pour l'entreprise. L'entreprise se transforme maintenant. Le manager, le leader, tel qu'on l'a défini, Pierrot, à l'époque, à l'INSEAD, c'est fini. Désolé, on n'est plus à la page. Il n'y a plus, comme dans les années 90-2000, le leader qui voit juste pour tout le monde et le manager qui exécute derrière. Bon, je caricature, évidemment. Mais c'était quand même ce qu'on trouvait dans la littérature. C'était quand même ce qu'il y avait dans l'enseignement. Il fallait avoir des visions. Alors les visions, c'est très bien, mais avoir des visions seules, c'est dangereux.
Et l'histoire nous l'a montré. Dans le business, c'est la même chose. Si on veut avoir des visions, il faut avoir des visions communes. On doit travailler de manière transversale. On doit aller chercher l'info, stimuler. Et faire en sorte que ce produit collectif s'impose. Donc l'entreprise devient, paradoxalement, dans un monde libéral, de plus en plus collective. Vous avez tous fait ces exercices de business où on vous met à un moment donné en groupe face à une situation désespérée et on dit qui a la solution. Puis on regarde, puis vous faites d'abord l'exercice individuellement, puis vous êtes 2-3 stars et la plupart d'entre nous on est absolument nuls. Puis vous répétez l'exercice en groupe. Vous prenez les 3 plus nuls. Les 3 plus nuls seront meilleurs que les 3 meilleurs, simplement par l'intelligence collective. J'ai fait ces exercices récemment encore à l'INSEAD avec des spécialistes, avec le doyen d'Abu Dhabi d'ailleurs. Donc c'est très intéressant de voir que c'est en fait le collectif qui permet d'y arriver. Évidemment que la robotisation nous contraint à être dans cette direction de grande collectivité, de partage au fond de l'émotion, de la sensation et de la vision pour être performant. Donc les structures hiérarchiques classiques, ça je pense qu'on peut commencer à les oublier, c'est en train d'être remis complètement en question. Les horaires fixes, vous le savez bien, c'est en train de plonger, on veut du travail un peu quand ça nous arrange et comme ça nous arrange. Le modèle n'est pas toujours facile à gérer, je le vois dans ma fédération. On est en train de supprimer les horaires, mais la loi sur le travail nous oblige tout de même à contrôler. Bon, c'est une contradiction, mais on a un modèle industriel qui s'oppose à un modèle numérisé. Et on le voit, la loi s'adapte peu ou mal par rapport à cela. Voilà. Alors, peut-être encore quelques défis par rapport à ça. Donc, l'automatisation, c'est très bien. La numérisation, c'est très bien. Pour les personnes âgées, ça peut être formidable parce que ça va nous permettre de les aider à vieillir mieux et plus longtemps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sous forme d'automatisation. Rien que la gestion de la donnée de santé est une gestion qui devient totalement numérique. Vous avez des grandes boîtes dans le monde qui ne cherchent qu'une chose, c'est avoir le maximum de data, avec un objectif qui est tout à fait louable, c'est d'améliorer les traitements. Mais il y a des enjeux derrière qui sont des enjeux de protection de la sphère privée qui ne sont pas à négliger. Et de toute façon, on va devoir les traiter parce que ça vieillit. Et ça vieillit beaucoup. Vous voyez, en 1948, c'est quand même formidable comme situation. 7 actifs pour un rentier, et l'espérance de vie, c'était 67,3 ans. Vous savez que l'âge de la retraite, c'est donc Bismarck qui l'a inventé. Il avait introduit l'âge de la retraite à 65 ans. C'était l'espérance de vie à l'époque. Donc, il ne prenait pas de grands risques en introduisant une assurance vieillesse. Il est intelligent, Bismarck, il savait comment faire. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Et on a de moins en moins de personnes pour arriver à financer le système de retraite qui a été mis en place ici pour l'essentiel après la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus tôt dans d'autres pays. Mais ça nous pose un sacré problème de financement. Et la question est donc, la robotisation, ça peut nous aider à mieux gérer notre espérance de vie, ça va modifier le financement de ce qu'on appelle la sécurité sociale dans son ensemble, et ça, c'est pas innocent. Et ça veut dire qu'on doit se demander si on peut continuer avec un modèle où on vous dit vous retirez en gros de la vie active entre 60 et 65 ans. La réponse est pour ce pays, non. Bien sûr que ce sera difficile à faire passer en votation populaire, mais mesdames et messieurs, on va devoir travailler plus longtemps, c'est comme ça. Et si d'autres pays ont pris les bonnes décisions, malheureusement, ce n'est pas le cas en Suisse pour le moment. Il y a 2 projets qui vont revenir. Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas pu aller plus vite. J'ai longtemps fait partie des commissions fédérales de sécurité sociale. On avait toutes les solutions sous la main, mais politiquement, on n'a jamais réussi à les faire passer. Donc voilà un des très grands défis que nous avons. Du point de vue strictement économique, à part le Japon qui commence à livrer des résultats, vous savez qu'on n'a jamais vécu avec une société vieillissante. C'est un modèle qui n'est pas connu dans la littérature. Personne ne sait si on peut être productif quand on vieillit. Moi, je vous réponds, je l'espère, de tout cœur et jusqu'au bout. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement s'adapter. Deuxième problème que j'évoque, il y en a beaucoup d'autres sur lesquels je pourrais passer, mais c'est la relation avec l'Union européenne. Donc on a un système un peu particulier que vous connaissez. On a décidé de ne pas entrer dans l'espace économique européen à l'époque.
grand vote populaire, petite majorité pour refuser l'espace. La Suisse était une Suisse différente aussi, hein. C'était la Suisse qui avait bénéficié de la guerre froide, c'était la Suisse qui était sortie des 30 glorieuses en très bon état économique. C'était une Suisse qui était moins ouverte au monde que maintenant, et tout ceci explique le résultat. Et là, le gouvernement a dit, c'est pas grave, puisque ça marche pas avec l'espace économique européen, on va passer des accords avec l'Union européenne. Et c'est ce qui fut fait, et ce qui fut plutôt bien fait. On parle toujours des accords bilatéraux, il y en a bien plus que ça, il y a près de 200 accords avec l'Union européenne, donc c'est un ensemble qui a été construit patiemment. Comme je sais qu'ici, personne ne va retranscrire mes propos, je vais pouvoir lancer quelque chose d'iconoclaste, mais vous savez que, et ce sont des instituts spécialisés qui l'ont fait, que le pays le mieux intégré au marché unique européen, c'est la Suisse. C'est politiquement impossible de le dire. Et comme on est très premier de classe dans ce pays, on s'est arrangé pour l'ouvrir, ce marché, pour le faire bouger. Ça nous a d'ailleurs largement bénéficié. Mais politiquement, d'aller expliquer au peuple suisse, maintenant qu'il n'a pas adhéré, qu'il ne veut pas de l'espace économique européen, qu'il a des accords bilatéraux et que ça lui permet de garder son indépendance, alors qu'en réalité, il n'a fait qu'une seule chose, c'est de s'intégrer très rapidement au marché unique, c'est juste pas possible. Et ça veut dire aussi que si ça a bien marché avec cette intégration, il faut essayer de la préserver et de l'adapter évidemment au mieux. Alors l'année prochaine, on a une initiative qui revient sur la question de l'immigration, la libre circulation. Évidemment que nous militerons, nous combattrons pour la rejeter, mais elle met en danger cet édifice des accords bilatéraux. On peut dire ce qu'on veut, c'est les 7 premiers qui sont touchés, d'accord, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte de jeu de cartes. Ce sont aussi les autres accords qui vont tomber. J'évoquais la question de la recherche. Eh bien, le premier danger pour la recherche, c'est cette votation de l'année prochaine. La deuxième chose, c'est l'adaptation, et c'est la raison pour laquelle il y a actuellement une discussion sur un accord cadre, qui est simplement un accord de règlement des différends au sens du droit international public. Rien de plus ni moins que ça. C'est-à-dire, faisons en sorte que le droit suisse s'adapte au droit européen, mais si vous n'êtes pas d'accord, réglons notre différend de manière civilisée, avec un tribunal arbitral neutre. C'est la première fois que l'Union européenne accorde ça à un pays, et elle l'accordait à la Suisse. Alors, quand on parle de perte de souveraineté, laissez-moi rigoler. L'Union européenne a été extrêmement respectueuse de la Suisse, elle a d'ailleurs dit dans tout la partie, ce qu'on appelle le préambule de l'accord, lisez-le, vous verrez que c'est une très grande dimension politique, contrairement à tout ce qu'on dit actuellement. Et ensuite, s'il y a des mesures de rétorsion, elles doivent être proportionnées. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi comme on l'a fait dans le domaine bancaire ces derniers temps. On ne pourra pas faire n'importe quoi non plus avec la recherche. C'est pour ça que l'accord cadre est tellement important. C'est parce que c'est une adaptation qui est nécessaire, mais c'est en même temps une garantie qui est offerte d'un règlement équilibré des différends. Avec un tribunal arbitral. Pour un pays comme la Suisse qui a l'habitude de l'arbitrage, il ne me semble pas que ce soit quelque chose de particulièrement nouveau, d'exotique, et surtout pas que ce soit quelque chose qui nous soit imposé. La question c'est, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? On reste avec les anciens accords. Vous prenez la problématique des normes techniques, en particulier dans la pharma, et vous avez des normes suisses, et puis vous avez des normes européennes. Et vous vous retrouvez à vous dire, ça va pas, je vais pas m'amuser à ça. Vous transférez votre activité petit à petit dans le reste de l'Union européenne. Et moi, si j'étais du côté de l'Union européenne, je me dirais finalement, ils nous enquiquinent tellement que je vais pas céder, et puis je vais m'arranger pour transférer tout ça, pour qu'ils transfèrent tout ça dans un de mes pays. C'est pas du tout la même situation avec le Brexit. Le Brexit, on parle d'un pays qui s'en va. Ils sont d'ailleurs venus nous consulter à nombreuses reprises pour savoir s'ils pouvaient avoir des accords du même type que les nôtres. Mais voilà, ils n'étaient pas prêts à recommencer de l'autre côté avec les accords qu'ils nous ont donnés. Donc dans le Brexit, la situation n'est pas comparable. Et en fait, la Suisse n'a pas forcément intérêt à ce que ça se passe mal avec le Brexit. Elle a plutôt intérêt à ce que certaines voies parallèles soient développées qui puissent être utiles par la suite. Donc c'est juste mes considérations en l'état du Brexit, dont on peut dire qu'il est loin d'être clairement établi. Alors, évidemment, et là je fais un clin d'œil sur les votations de la semaine dernière, nous sommes maintenant dans le défi climatique, et le défi climatique est devenu un défi politique.
Mais ce défi climatique, c'est plus d'interdictions, c'est plus de taxes. En gros, si vous lisez les journaux, c'est ça. Donc à nouveau, vous vous retrouvez dans une situation de compétitivité économique et de transformation de votre économie dans une direction qui est certainement souhaitable, mais qui peut être très négative pendant la période de transition, surtout si c'est entamé de manière individuelle par le pays sans aucune concertation internationale. On a déjà la taxe CO2 la plus élevée au monde après les Suédois. Continuez de l'augmenter et vous allez voir que pour aller faire le plein en France, ça ne sera pas très difficile. Ce qui aura pour conséquence paradoxale de diminuer l'argent à disposition du fonds routier, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, et pratiquement en même temps, on peut le dire, de diminuer aussi les moyens à disposition du rail. Parce que je vous rappelle qu'il y a un certain transfert qui s'opère là-dessus. Alors je ne suis pas là en train de militer en disant, bon, il ne faut rien faire, pas du tout, parce que je suis extrêmement sensible à ces questions. J'ai écrit ma thèse sur les énergies nouvelles, il y a 30 ans, une époque où pas grand monde s'intéressait à ces questions-là. Je suis seulement en train de dire, on doit le faire de manière aussi ordonnée que possible et en concertation très étroite avec nos voisins. Sinon, ça posera un problème social qui sera compliqué à gérer. L'une des personnes qui a été élue au Conseil des États et qui représente le canton de Neuchâtel a dit « Formidable, on peut se payer un congé parental tellement ça va bien économiquement. » Voilà, mais elle milite pour une autre économie, ce que je peux tout à fait respecter. Mais cette autre économie, ça ne permettra peut-être pas de financer ce congé parental, ou alors ça sera au détriment d'autres choses. Et donc on est face à l'urgence climatique, mais on est face à une certaine vérité politique, il ne faut pas cacher à la population. Vous savez que dans ce domaine, il y a aussi toutes sortes d'opportunités qui se présentent. Je pense en particulier à la transition vers les énergies renouvelables. Ce n'est pas forcément mauvais, ça peut nous permettre d'avoir une plus grande indépendance aussi politique par rapport à des pays qui s'ingèrent de plus en plus dans nos démocraties, ce qui n'est pas souhaitable. Donc voilà un peu le dessin de ce que ça pourrait être dans le futur. Ça n'est pas à négliger, mais ça doit se faire d'une manière aussi coordonnée que possible. Je pense que vous avez tous suivi aussi les développements sur la finance durable qui sont en train de voir le jour, et le travail qu'on fait au BIT à côté, c'est aussi ça, c'est le travail décent pour tous dans le monde, un travail qui vous permette de vivre, ce qui paraît, à mon avis, la moindre des choses. Alors, pour le futur, et je termine là-dessus, pour le futur, je ne sais pas si ce sera la Genève et l'arc lémanique du futur. Je ne sais pas si vous aurez envie de vivre dans ce type de ville. Je sais qu'une chose, si on veut que ça marche, on doit rester ouvert aux gens, on doit rester ouvert aux idées, on doit être flexible, on doit pouvoir s'adapter. On ne doit pas vivre avec un modèle qui a certes très bien marché, mais qui dans quelques années, pour quelques-unes des raisons que j'ai évoquées, pourrait être en danger. On doit continuer à investir dans la formation. C'est absolument essentiel. Il n'y aura pas de plus-value dans ce pays s'il n'y a pas une formation de haut niveau en comparaison et en coopération internationale. Il faudra bien sûr maintenir des infrastructures de qualité. La compétitivité, c'est les infrastructures de qualité. J'ai mentionné l'académie, j'aurais pu parler des hôpitaux, des transports et beaucoup d'autres choses. De l'eau potable aussi d'ailleurs, en parenthèse. Bref, il faudra continuer à le faire. Et puis surtout, et je pense que c'est un point que je vous ai montré, il faudra renforcer paradoxalement notre capacité numérique qui est loin d'être la meilleure au monde. Merci beaucoup pour votre attention et je suis bien entendu prêt à répondre à toutes les questions que vous auriez. Je me permets également de vous souhaiter un bon appétit à l'avance. Merci.